Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui, je voudrais réagir à l'actualité. Il y a eu un article publié dans Voile et Voilier Ouest France donnant les premières conclusions du premier rapport sur le naufrage du Baillézan. Alors c'est un premier rapport, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu encore inspecter la coque, etc. Donc c'est un rapport préliminaire. Mais il y a déjà des choses intéressantes à noter et des choses surtout qui peuvent nous servir à nous, dans notre expérience sur des petits voiliers. Alors, donc le but de cette vidéo n'est pas d'incriminer telle ou telle personne, mais vraiment d'essayer de comprendre un petit peu le déroulé de ce naufrage et de voir les enseignements que l'on peut avoir pour nous à notre niveau. Alors, ce superbe voilier, c'est le Baillézan. C'était un bateau de 56 mètres, donc il avait un tirant d'eau de 10 mètres, mais comme il était équipé d'une quille relevable, il pouvait avoir un tirant d'eau seulement de 4 mètres quand justement il allait se mettre au mouillage près de la côte, ou quand il rentrait dans un port. Et 12 mètres de maître-beau, c'était un sloop avec un mât de 75 mètres, et donc c'est un bateau qui faisait plus de 50 tonnes. Alors, il y a eu d'autres sister ships construits de ce bateau, mais les autres modèles étaient plutôt gréés en ketch, donc avec des mâts beaucoup moins hauts. Alors, ce que l'on voit déjà, la première chose que l'on voit dans le rapport, c'est quand même le professionnalisme de l'équipage. Entre autres, on voit qu'on a un déroulé très précis, que le livre de bord est très très bien tenu. Dès qu'il y a un événement, le gars le marque dans le livre de bord, marque les heures de façon précise, à la minute près, etc. Donc on a un bon déroulé de ce qui s'est passé. Et ça montre que le professionnalisme de l'équipage, qui même d'ailleurs, une fois dans la situation d'urgence, a continué à noter. Donc c'est des gars qui sont calmes, qui sont bien formés. Première chose, donc le skipper, lui, il va se coucher et le bateau est constitué d'un équipage et puis il y a des invités à bord. Donc ça, c'est déjà quand même quelque chose de particulier. Les invités, ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas obligatoirement compétents en voile, qui ont d'ailleurs peut-être même jamais monté sur un bateau, c'est peut-être même leur première fois pour certains. Et donc ça peut se rapprocher un petit peu d'une situation que l'on connaît dans la plaisance. Donc quand vous naviguez sur votre bateau personnel, en général, vous naviguez assez souvent avec un peu le même équipage, donc tout le monde est relativement compétent. Il y a des niveaux différents, mais normalement tout le monde se connaît et tout le monde est relativement compétent. Par exemple, quand vous naviguez seulement en location, là on a souvent un cas assez différent. Il y a un petit noyau de personnes plus ou moins compétentes sur le bateau, mais comme la location ça coûte cher, on invite des amis, etc. Et donc là on peut se retrouver avec des gens qui ne sont pas compétents, qui entre guillemets vont être un peu des invités, quoi. Et ça peut poser problème. Voilà. C'est probablement une des raisons qui explique aussi qu'il y ait eu des décès de certaines personnes. C'est-à-dire qu'elles se sont retrouvées complètement en panique, etc. Et l'équipage n'étant probablement pas assez nombreux pour individuellement sortir chaque personne, à partir de là, il va y avoir des pertes humaines, quoi. Voilà. Alors que si c'était qu'un équipage professionnel ou que des gens un minimum entraînés sur un bateau, probablement qu'ils auraient réussi, tout le monde aurait réussi à s'en sortir. Donc le skipper part dormir et il y a un homme de veille qui va rester toute la nuit. Alors, donc il y a des quarts de mouillage, quoi. Donc là aussi on voit vraiment le côté professionnel de l'équipage. Donc ils savent qu'il y a des orages. Ils ont consigne de surveiller, l'homme de quart a consigne de surveiller les orages. Il a consigne de réveiller le skipper si le vent monte à plus de 20 nœuds. Et il a consigne de réveiller le skipper si le bateau tire trop sur son ancre. Donc là on voit vraiment l'équipage professionnel, quoi. Alors, vers 3h55 du matin, il commence à y avoir de la pluie. Il commence à y avoir le vent qui monte, etc. Donc, l'homme de quart réveille le skipper, quoi. À 4 heures, le mécano, le chef mécanicien, lui aussi, se réveille. Voyant la situation, il prépare tout de suite le bateau pour qu'il puisse manœuvrer. Donc, je suppose que le démarrage des moteurs sur un bateau comme ça ne se fait pas juste d'un petit coup de clé, il doit y avoir quelques petits trucs à faire.
Alors, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à devoir sécuriser un peu des objets. Donc, on peut supposer que quand les invités sont partis se coucher, et eux, ils sont partis se coucher après l'équipage, ils ont dû laisser traîner quelques bouteilles d'apéro, etc., etc. Donc, l'équipage commence à sécuriser. Donc là, on voit quelque chose que l'on peut apprendre pour nous. Il est extrêmement important, même quand vous êtes dans un mouillage, de toujours laisser, quand vous allez dormir, le bateau prêt à manœuvrer pour le lendemain. Voilà. Donc là, on voit quand même que l'équipage, voire les invités, sont quand même bien briefés, parce que, bon, ok, ils ont quelques trucs à ranger, mais ça leur prend que 6 minutes. On ne peut pas dire vraiment que c'était le bordel, et que c'est ça qui a créé un énorme problème, quoi. Voilà, imaginez un équipage inexpérimenté où tout soit resté en bordel dans le bateau, ça aurait quand même duré un peu plus de 6 minutes. Alors, à 4h06, ils sont prêts à manœuvrer, mais c'est là que une énorme rafale vient et va faire gîter le bateau à plus de 70 degrés, donc jusqu'à 90 degrés. Et là, le rapport est assez net. En fait, à partir de ce moment-là, il n'avait aucune chance de s'en tirer. Donc c'est même mis d'ailleurs tout au début du rapport, hein, le naufrage du Bas-Saillant. Le yacht n'était pas conçu pour résister à ces conditions de vent. Le super yacht Bayezan n'était pas conçu pour résister au vent auquel il a été soumis, ni à l'importante gîte engendrée, selon les conclusions d'un rapport d'enquête préliminaire du MAIB, Marine Accident Investigation Branch anglais, puisque le bateau était anglais. Voilà, donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où la quille était relevée, le bateau ne pouvait pas agiter, c'est-à-dire qu'il avait son couple de chavirage était à environ 70 degrés. Passé 70 degrés, il était sûr de complètement chavirer et de couler, puisqu'il y allait y avoir de l'eau aussi qui allait investir à l'intérieur du bateau. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Alors, qu'est-ce qui se passe comme ça? Pourquoi le bateau va prendre des coups de gîte comme ça au mouillage? Alors moi j'ai vécu exactement ce même genre de conditions quand j'étais en Patagonie, soit pendant mon tour du monde, soit la dernière fois, là, il y a 2 ans où j'ai été encore en Patagonie. Entre autres, là, la dernière fois, c'était quand j'étais à Ushuaia. J'ai vraiment pris du très très mauvais temps à Ushuaia avec des rafales à 60-65 nœuds de vent. Et donc, particulièrement quand vous avez des montagnes autour du mouillage, les rafales de vent ne vont jamais venir exactement dans l'axe du bateau. La rafale, quand le vent il va augmenter, il va se trouver dévié par les montagnes de façon un peu différente, et souvent vous allez prendre le vent dans un angle qui n'est pas l'angle. La rafale ne va pas arriver avec le même angle que le vent continu qu'il y avait avant. Donc votre bateau il est face au vent comme ça, il est sur son mouillage, et tout d'un coup la rafale elle arrive comme ça peut même venir à 90 degrés, etc., quoi. Tant que la rafale va souffler, elle va avoir donc tendance à faire chasser votre mouillage, puisque le bateau va se mettre à éviter. Il va prendre un grand coup de gîte, et tant que la rafale va rester comme ça, extrêmement puissante, le bateau va même pas réussir à se remettre face au vent. Il va mettre extrêmement de temps à se mettre face au vent. Donc moi, ça me l'a fait en Patagonie, ça m'avait d'ailleurs relativement surpris, quoi, parce que on est plus habitué à des rafales beaucoup moins fortes, et où le bateau, au moment où il y a du rappel au niveau de la chaîne de vent, il a tendance à se remettre comme ça. Mais là, avec des forces de vent comme ça, niet, quoi. Il reste complètement coincé, parce que le vent, il fait une telle prise sur votre fardage du bateau, et même Tao qui a peu de fardage, entre guillemets, qu'il le coince comme ça. Et ça va faire aussi que votre bateau risque encore plus de chasser sur son ancre, puisque l'ancre, elle travaille là très très mal. Il y a un énorme effort sur votre mouillage, quoi. Donc le Bayezan, lui, c'est ce qui se passe, hein, c'est que dès les premières rafales, il commence déjà à chasser. Donc là, il a encore moins de chances de revenir comme ça. Alors, est-ce que si l'équipage avait pu être, entre guillemets, un peu plus prompt et être déjà aux commandes du bateau, il aurait pu aider à récupérer? Alors, oui, avec des propulseurs d'étrave, etc. Mais probablement que ça n'aurait pas changé. Votre bateau, il est manœuvrant quand il n'est plus au mouillage. S'il n'est pas au mouillage, en effet, vous avez une certaine vitesse, vous êtes à 3 nœuds, et là, quand la rafale arrive, vous pouvez, un bon coup de réflexe, mettre un coup de barre. Le bateau, il a de l'air, il va
pivoter et vous allez pouvoir le mettre face au vent, d'autant plus si vous aidez avec les propulseurs, etc. Au mouillage, c'est quasiment impossible, une fois que la rafale vous a prise comme ça, de réussir à refaire pivoter le bateau, quoi. Voilà. Et donc moi, par exemple, sur Tao, je me souviens d'un angle de gîte, on avait gîté à 20-30 degrés, complètement coincé comme ça, dans la rafale, quoi. Et il y avait une rafale à 65 nœuds. Alors comment je le sais, moi je n'ai pas d'anémomètre sur Tao, mais c'était un autre bateau qui était au mouillage avec qui j'ai sympathisé, et qui le lendemain d'ailleurs, lui, m'a vu prendre la rafale comme ça, et partir, et bon, il me disait c'était quand même assez impressionnant de voir comment tu étais coincé avec un grand angle de gîte, et il avait enregistré du vent à 65 nœuds, quoi, voilà. Donc c'est exactement, voilà, ce qui est arrivé au Baillézan, quoi. Donc l'équipage, bah non, il ne pouvait pas faire grand chose vu la soudaineté de la chose. Ils ont quand même été plutôt rapides, ils se réveillent à 3h55, 4h, à 4h06 ils sont prêts à manœuvrer, donc on ne peut pas vraiment dire qu'ils aient perdu du temps. Donc qu'est-ce que l'on peut dire? Quelle est en fait la cause de ce naufrage? Et ben, la cause de ce naufrage, c'est que l'équipage, il pensait avoir une bonne conscience de la situation, alors qu'en fait, il avait une mauvaise conscience de la situation. Donc, il pensait avoir une bonne conscience de la situation, dans le sens qu'ils avaient fait tout ce qu'il fallait. Ils s'étaient réveillés, ils étaient en train de mettre le bateau en ordre de manœuvre. Probablement qu'ils pensaient, on va relever l'ancre, et puis on va manœuvrer, etc. Ils se pensaient en sécurité, ils étaient en train de démarrer les moteurs, etc. Sauf qu'il y avait un point qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils ne savaient pas que leur bateau ne pouvait pas chiter à plus de 70 degrés. Et donc quand vous avez une mauvaise conscience de la situation, vous n'allez pas obligatoirement prendre des bonnes décisions, puisque vous ne le savez pas, quoi. Après, est-ce que s'ils avaient su aussi que le bateau, il y avait un problème s'il gitait à plus de 70 degrés, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Un petit peu. Est-ce que ça aurait sauvé le bateau? Alors là, c'est difficile à faire, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais probable que s'ils avaient su que si le bateau gitait à plus de 70 degrés, la situation était irrattrapable, ils ne seraient peut-être même pas embêtés à commencer à sécuriser les objets. Là, les 6 minutes-là, ils ne les auraient pas perdus. Ils auraient peut-être pensé carrément à larguer le mouillage instantanément et à manœuvrer tout de suite, à la rigueur, voilà. Est-ce qu'ils en auraient eu le temps? J'en doute, quoi, parce que là, voilà. Donc là, il y a aussi un facteur malchance. Voilà. Ils se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, avec un bateau qui n'était pas apte à encaisser ce genre de choses. Alors, en conclusion, s'il nous faut trouver un responsable, quels sont les responsables? Les responsabilités, elles sont multiples. Le problème, c'est qu'on est dans une société où on veut construire, en tout cas une partie de la population veut construire des maxi-yachts, et on en arrive avec une obligation pour l'architecte à faire des choix qui sont contestables. Si vous avez un bateau comme ce voilier qui fait 50 mètres de longueur, qui va avoir un mât de 75 mètres, que l'on veut un minimum toilé, parce qu'on veut que le bateau il marche quand même bien à la voile, et on se retrouve avec un grand tirant d'eau. À partir de là, ça veut dire que c'est un bateau qui est capable que d'aller dans les ports de commerce. Ce qui était le cas avant avec les caporniers, etc. Ils ne rentraient pas n'importe où, ils ne pouvaient aller que dans certaines baies. Mais comme c'est un bateau de croisière et qu'on veut qu'il aille, qu'il se conduise comme un bateau de croisière et qu'il aille dans des petites baies et dans des petits mouillages, on va lui mettre une quille revable. Sauf qu'à partir de ce moment-là, quand la quille est relevée, le bateau n'est plus du tout apte à encaisser des rafales de vent trop puissantes. Donc si je peux dire, un jour ou l'autre, le problème allait survenir. Prendre 65 nœuds dans un mouillage, c'est pas si peu courant que ça. Moi, ça m'est arrivé en Patagonie, ça peut arriver en Méditerranée. Ça m'est arrivé quand je suis rentré dans la baie de New York, et là j'étais dans un chenal avec... j'étais pas dans un chenal principal, je suis pas dans le chenal des cargos ni rien. Et donc j'étais dans un endroit où il y avait pas trop de fond. Donc si c'était le Baillézan qui avait passé là, il aurait remonté sa quille aussi pour pouvoir passer là. Et donc là, il aurait lui aussi chaviré. Parce que moi, là aussi, le jour-là, on a pris 60-65 nœuds pendant 10 minutes dans un orage. Juste dans le chenal, juste avant le mouillage. Voilà, donc on cherche à faire des moutons 5 pattes, et le mouton 5 pattes, il n'est pas
il n'est pas fiable, quoi. Voilà, on en arrive à des absurdités un peu architecturales. Et pourquoi? Parce qu'on veut faire dans la démesure. Voilà, le bateau, il est trop grand. Quand un bateau il est grand, il a un grand tirant d'eau. Le grand tirant d'eau, ça gêne, donc on fait des choix. Et on fait des choix qui à force, ne sont pas pertinents, quoi. Voilà, donc la responsabilité, elle est diluée entre les clients qui veulent des super yachts comme ça, et puis des architectes qui sont coincés dans le cahier des charges, et qui sont obligés de prendre des choix, de faire des choix techniques qui peuvent être discutables dans certaines conditions, quoi. Et grosse autre chose à savoir aussi, c'est que c'est pas normal que l'équipage ne soit pas au courant de ce genre, entre guillemets, de défauts architecturaux, quoi. Déjà parce que s'ils le savaient, ils ont peut-être pu éviter le problème, mais aussi, bon voilà, on doit acheter un produit en toute connaissance de cause, et donc ce genre de problème, possiblement ce genre de problème doit être connu, ce genre de point faible d'un bateau doit être connu, quoi. On voit aussi tout le problème des bateaux avec un gros fardage, donc il va être beaucoup plus sensible à des rafales de vent. Parce que par exemple, moi, Tao, j'ai déjà pris 65 nœuds au mouillage, j'ai pas gité à 70 degrés, quoi. Voilà, j'étais peut-être à... Voilà, bon, c'est certainement difficile, mais... Bon, on était bien gité, mais on devait être à 30 degrés, quoi, voilà, 20, 30, 35, voilà. En tout cas, ce qui était certain, on n'était pas plus de 45, quoi, voilà. C'est extrêmement difficile à dire quand on est dans le phénomène, mais voilà, en tout cas, c'est certain, j'étais pas plus de 45. Donc là, oui, le bateau, il avait un gros fardage. Alors après, ce que j'ai pas dit aussi, ce qu'ils disent dans le rapport, c'est que l'espèce d'énorme bimini, tout ça, il a complètement explosé dans la rafale de vent, il a déchiré, donc vous imaginez, il y a tout ça qui commence à battre. Le bateau, il a pris une énorme gîte, il y a tout le monde qui tombe là-dedans, les objets, enfin, etc. Tout devient le bordel. Et puis, une autre chose aussi que l'on peut tirer, c'est que si vous avez un grand bateau comme ça de 50 mètres, l'évacuation devient compliquée. Quand vous êtes dans un bateau de 10 mètres, de 12 mètres, si le bateau se met à agiter à 90 degrés, 80 degrés, ça va pas être simple de sortir dehors, mais ça va quand même être plus simple que dans un bateau de 50 mètres. La longueur de coursive, c'est pas la même. La porte de descente, elle est pas très loin de vous quand vous êtes dans un bateau de 10 mètres. Vous pouvez sortir aussi par le capot de devant. Là, c'est pas du tout pareil, c'est des bateaux avec plusieurs ponts, etc. Donc si vous êtes dans les cabines qui sont complètement en bas, vous avez peut-être 20-30 mètres de coursive, des escaliers à prendre, une autre coursive dans un autre pont, etc. Donc l'évacuation devient compliquée. Et là, il faudrait que tout le monde soit ultra formé. Comment former des passagers comme ça, exiger chaque fois qu'ils montent dans le bateau de passer peut-être 1 heure ou 2 pour les former à une évacuation d'urgence. Et l'équipage, il ne va pas être assez nombreux pour aller chercher chaque personne, etc. Donc ça aussi, ça explique les morts. Donc pour moi, voilà, la principale raison, c'est la démesure du bateau, où on en arrive à des absurdités, et des absurdités qui, dans son cas-là, ont tué des personnes. En plus d'être, d'ailleurs, des absurdités aussi écologiques, puisque c'est des bateaux qui polluent énormément, dont les groupes électrogènes tournent en permanence, des dessales, les lumières qui sont allumées tout le temps. Bon, voilà, enfin ça c'est un peu un autre sujet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis be safe, à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, soyez corrects dans les commentaires comme d'habitude. Et puis j'espère que bientôt la chaîne va avoir 4000 abonnés. J'essaierai peut-être de faire une petite vidéo spéciale pour ces 4000 abonnés. Dites-moi ce que vous auriez envie dans les commentaires. Merci, à bientôt, au revoir.